Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Myriam El Khomri. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Décideurs engagés. Vous êtes une décideuse engagée, on vous connaît bien sûr. Vous êtes directrice du conseil et de la stratégie RSE chez Diot Sassi aujourd'hui. Groupe multispécialiste de conseil et de courtage d'assurance et de réassurance, leader en France et en Europe. On vous connaît surtout aussi en tant que femme politique, puisque vous avez été ministre du Travail entre 2015 et 2017 sous la présidence de François Hollande. Mais le principe de l'émission, c'est qu'on va d'abord parler de vous. On a envie de vous connaître, plaisir. On a envie de savoir ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes. Vous êtes née à Rabat, fille d'une enseignante bretonne et d'un commerçant marocain. Et vous avez 10 ans lorsque votre famille quitte Tanger pour s'installer dans la région bordelaise. Voilà, à partir de là, comment est-ce que vous vous êtes construite? Qu'est-ce qui vous a porté dans la vie? Oula, je remonte loin. Alors, qu'est-ce qui m'a porté dans la vie? Je pense qu'il y avait quand même une certaine idée de trouver des solutions à des problèmes. J'ai été très vite déléguée de classe. J'ai même été conseillère générale des jeunes de Giron. Donc, je représentais mon collège dans une assemblée de jeunes quand j'étais en 4e. Et j'ai envie de dire que ma première finalement décision politique, c'est quand on a obtenu le financement, que les portes des toilettes des filles aillent jusqu'en bas. Et je trouve que c'était chouette. J'étais en 3e et c'était mon premier combat politique. Gagné, qui a été gagné. Enfin gagné, je ne l'ai pas vu, puisque ça a dû se faire quelques années plus tard, mais en tout cas, premier combat politique. Alors voilà, la chose publique m'a quand même toujours vraiment intéressée. Bien sûr. Plutôt à me mobiliser contre les injustices, qui était quand même un moteur. La place des femmes, évidemment. Les inégalités en direction des femmes, les violences faites aux femmes. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que vous avez eu très tôt cette envie de défendre la société, les femmes, les inégalités? Une forme de conscience sociale. Mais après, moi, je lisais beaucoup. J'ai été passionnée par les Rougon-Macquart, d'Émile Zola. Donc c'est vraiment la lecture et la culture qui vous a amené à ces combats. Et puis, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une ville qui est Tanger, ouverte sur le monde. Magnifique Tanger. Voilà, magnifique ville, en face de l'Espagne, avec de la Méditerranée, de l'Atlantique, une ville internationale. Donc voilà, tout ça, ça m'a nourrie. Directrice du conseil aujourd'hui, vous conseillez les ressources humaines? Tout à fait. Pas moi toute seule. Non, bien sûr. J'ai une super équipe derrière moi. Évidemment, il faut toujours être très bien entouré. Exactement. 150 consultants. Et notre quotidien, c'est la performance sociale dans les entreprises. C'est essayer d'anticiper les risques, c'est essayer de capter les signaux faibles, la sinistralité, l'absentéisme, faire qu'il y ait un partage de la valeur. On travaille beaucoup sur les enjeux d'épargne salariale, d'intéressement, d'actionnariat salarié évidemment. Et puis aussi se dire que quand on a une vision business, voir tout de suite l'impact pour son capital humain. Le président de Diot Sassi, Pierre Donnersberg, dit toujours notre principal actif prend l'ascenseur tous les matins. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec nos clients, évidemment. Voilà. Et donc, tous les enjeux d'accompagner, faire des aménagements de fin de carrière, accompagner vers la retraite et en même temps définir des politiques de mobilité interne. Ça, c'est mon quotidien. Garder les talents aussi, un enjeu majeur. Les aider à recruter. On a acheté l'an dernier une super start-up qui s'appelle Test un métier, qui permet de faire du vie ma vie des métiers. Voilà, c'est vraiment ça. Intéressant, pour savoir peut-être... c'est intéressant parce que ça part du principe que, vous savez, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont en difficulté de recrutement. Et bien souvent, ces secteurs-là, soit on a peu investi dans la formation, donc dans l'engagement des collaborateurs. C'est important de pouvoir se projeter, évidemment. Et soit on ne les connaît pas, ces métiers. Soit on ne les connaît pas. Absolument. Et les RH, ils font plein de choses, mais pour avoir vraiment confiance, pour aller dans ce secteur-là, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui fait ce métier-là. Parce que derrière, on ne pose pas que des questions autour de la rémunération, on pose des questions sur le quotidien, sur les contraintes, sur le travail réel, sur le sens, évidemment. Et donc ça donne confiance. Donc voilà, c'est essayer de réinventer des nouvelles solutions
pour faire que, parce qu'on considère qu'on protège aussi le progrès, on assure un avenir durable si on investit aussi dans la performance sociale. Alors, il y a des outils aussi, des nouveaux outils, l'intelligence artificielle qui aide beaucoup, évidemment, les RH, l'intelligence artificielle générative est utilisée au sein de Diotsassi. Nous, on l'utilise, par exemple, pour analyser les verbatims. On fait beaucoup de baromètres sociaux en France et dans le monde. Toujours très intéressant d'ailleurs de voir les biais culturels d'un pays à un autre, bien sûr. Et notamment sur l'action de la reconnaissance et du management. On a encore de vrais sujets aujourd'hui en France, et donc on utilise en effet de l'IA pour aussi analyser ces verbatims. Quel biais il existe encore en France au niveau des recrutements pour parvenir à plus de parité, plus de diversité? Qu'est-ce que vous remarquez? On recrute souvent comme on est. Ouais, c'est ce que nous disent tous. C'est quand même une réalité, et c'est bien ça le sujet. Ouais. Le sujet, c'est que la diversité apporte beaucoup. C'est un levier de performance. Évidemment. Nous sommes une entreprise aujourd'hui qui est leader en France, mais qui est une entreprise internationale. Nous sommes sur les marchés de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe, évidemment. Et donc, pour cela, il faut que notre entreprise représente aussi l'ensemble de nos clients et l'ensemble. Donc, cette diversité est une vraie richesse au sein de notre entreprise. Et donc, aujourd'hui, il y a en effet un besoin. Et quand j'étais ministre du Travail, on avait fait, avec beaucoup les organisations syndicales et patronales, on avait porté un testing des entreprises, où on avait après communiqué les résultats. C'est une manière de prendre conscience aussi des biais. Voilà, ces préjugés, ces biais ne sont pas toujours... Et on découvre parfois il faut en prendre choses, conscience, bien sûr. comme les stéréotypes parfois vis-à-vis des femmes. Donc c'est extrêmement important d'en prendre conscience pour derrière agir. Donc, et pour en prendre conscience, il faut pouvoir les nommer. Tout à fait. C'est bien, mettre des mots sur les choses. Exactement. On entend beaucoup ça. On avait, quand j'étais ministre, Monsieur Pisani-Ferry m'avait fait un rapport sur le coût économique des discriminations dans notre pays. Discrimination en direction des femmes, en direction de l'âge, en direction de l'adresse, en direction de l'origine, etc. Et ça montrait bien, c'était un coût exorbitant, évidemment, mais ça montrait que derrière, le marché du travail était complètement déstructuré. Quand vous avez un jeune issu de quartier populaire qui a un bac plus 5, mais parce qu'il n'a pas le réseau ou parce qu'on ne lui fait pas confiance, n'arrive pas à trouver, n'arrive pas à aller sur un emploi au niveau bac plus 5, il va aller sur un emploi plus faiblement qualifié, et donc les jeunes qui sont plus faiblement qualifiés ne trouveront pas. Donc vous voyez bien, et quand vous voyez l'investissement dans l'éducation, dans notre pays, dans l'éducation nationale et autres, que nous investissons, il est extrêmement important que chacun puisse trouver derrière sa place. C'est un enjeu je veux dire, c'est une exigence morale, éthique, sociale et économique. Et les personnes qui sont dans les milieux ruraux également, qui sont loin des mobilités, ratent souvent des occasions. Évidemment, mais de toute façon, les aides aujourd'hui à l'emploi sont pour les jeunes issus des quartiers populaires ou les jeunes issus de milieux ruraux. Bien sûr. Parce que là aussi, il faut, et pas que sur l'emploi, j'ai envie de dire, l'accompagnement aussi pour la création d'une entreprise, elles sont extrêmement importantes dans ces moments-là. Et pour les femmes en particulier. Et pour les femmes en particulier. Parce qu'elles lèvent moins de fonds, enfin ça c'est un autre problème. Toujours, exactement. En termes de stratégie RSE, puisque vous êtes aussi la directrice de la stratégie RSE de Diotsassi, quelles sont les orientations prises en matière de RSE par Diotsassi? Notre métier au quotidien, on gère et on accompagne plus de 5 millions de salariés en France et dans le monde autour des sujets de prévoyance et de santé. Donc il est évident que vis-à-vis d'abord des collaborateurs Diotsassi, nous avons à la fois sur l'amélioration de la qualité de vie au travail, nous travaillons aussi beaucoup sur l'aide aux aidants, parce que près de 15% aujourd'hui des salariés français sont en situation d'aidance, donc c'est un enjeu aussi extrêmement important. Mais ils n'ont pas de statut encore, c'est compliqué. Il y a plein de débats, c'est pas encore il n'y a pas le financement nécessaire, donc il y a un vrai sujet, mais c'est une réalité aujourd'hui, et on voit bien qu'avec l'augmentation des maladies chroniques, nous serons de plus en plus dans ce type de situation aussi. Donc il y a à la fois un enjeu en direction des collaborateurs et puis un enjeu très fort vis-à-vis de nos clients. Un courtier, c'est un métier d'expertise, c'est un métier éminemment stratégique. L'objectif, nous, on connaît la vie intime de nos clients, leurs actifs, leur cartographie de leurs usines, leurs données de santé, leurs données de rémunération. Donc il y a un enjeu, pour moi déjà militant, qui était d'aller chez un courtier d'origine française, qui est le leader, mais qui est aussi, parce que je crois que c'est important qu'on ne soit pas dans une forme de naïveté par rapport aux enjeux de souveraineté aussi par rapport à ça. Ça, c'est vrai, très important. Et ça, c'est un point important. Et donc, dans notre obligation vis-à-vis de nos clients,
Aujourd'hui, c'est comment on anticipe ces risques-là, comment on sensibilise nos clients à certains de ces risques. Alors, on a des actuaires qui prennent les scénarios du GIEC et qui sont capables de dire à un grand industriel son impact en termes d'EBITDA et de perte d'exploitation selon l'implantation de ces usines. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet à la fois, des fois, de réconcilier les DAF et les directeurs développement durable ou RSE, mais surtout, ça permet d'anticiper et finalement d'essayer d'avoir un avenir beaucoup plus durable. La durabilité des entreprises, c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est un vrai enjeu. Évidemment. Donc voilà, il y a un enjeu très fort. Donc sensibiliser. La semaine dernière, concrètement, avec Entreprises pour l'environnement et la CFDT, on a co-organisé un colloque sur le dialogue social, accélérateur de la transition écologique. Donc, comment la question déjà, est il faut très que simple. le dialogue social fonctionne pour que ça Moi, puisse... vous savez, j'ai toujours été pour la culture du compromis. Je ne suis absolument pas dans la culture de l'affrontement, mais c'est comment, voilà, on sait qu'il y a des métiers qui vont être impactés par la transition écologique. Il y a des usines qui sont particulièrement polluantes aujourd'hui. Et ça va être compliqué. Voilà. Donc, l'enjeu, et ça c'est notre rôle à nous et de tous ceux qui travaillent, qui sont des praticiens RH, c'est d'anticiper ces mutations, évidemment, et de les anticiper le plus tôt possible pour permettre aux personnes de se reconvertir ou pour les permettre d'aller, de voir dans quel champ on peut aller. Ou autrement, ça sera des fermetures. Ouais, et ça du sera mécontentement, de la colère. Évidemment. Et donc, la transition écologique, vous savez, quand j'étais ministre du Travail en 2015, on me disait le numérique, la transformation numérique a créé 1,2 million d'emplois sur les 10 dernières années et on a supprimé 700 000. Vous allez me dire, bon, le solde est positif. Mais non, la réalité, c'est que les emplois qui avaient été supprimés étaient des emplois très féminisés, peu qualifiés. Mais voilà, c'est souvent le cas. C'est pas, voilà, ça ne passe pas comme ça de l'un à l'autre. Voilà. Donc il faut l'anticiper, il faut investir dans la formation de ces personnes et il faut aussi essayer de réfléchir à des nouveaux avantages sociaux qui sont en lien avec la transition écologique. Les forfaits mobilité durable, il y a aussi évidemment tous les enjeux qui sont portés notamment sur l'accélération de la rénovation énergétique, dans certains, pour ceux qui sont dans les métiers du bâtiment et autres. Donc voilà, ça c'est des choses et donc c'est de notre rôle d'essayer de déployer des formations communes aussi dans ce cadre-là. Question du média positif à présent, Myriam El Khomri. Le média positif, c'est le média qui ne donne que des bonnes nouvelles sur Internet, qui cartonne d'ailleurs, et qui montre des parcours inspirants et des initiatives positives. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif, Myriam El Khomri, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise et comment se traduisent-elles concrètement? Le groupe Dieu CSI, c'est l'alliance à la fois d'une culture du capitalisme familial, qui est incarnée par Christian Burrus et le groupe Burrus, et une culture très entrepreneuriale, incarnée par Pierre Donnersberg. Et donc cette alliance-là, maintenant depuis 2 ans, a remis vraiment au centre à la fois les enjeux de souveraineté dont je vous parlais. Elles sont clairement incarnées par notre CEO, Cédric Charpentier. Et donc les valeurs qui sont portées, c'est d'abord l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'on apporte au quotidien de nos clients. Aujourd'hui, nous avons presque l'ensemble du SBF 120, une bonne partie du SBF 120 qui sont clients sur un métier ou sur plusieurs métiers. Et donc l'enjeu, c'est vraiment la valeur ajoutée qui est apportée par rapport à cela. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr l'esprit entrepreneurial. Et l'esprit entrepreneurial, c'est métier de courtier, c'est un métier, ou du conseil, c'est un métier vraiment de la proximité. L'esprit entrepreneurial, c'est aussi faire preuve d'indépendance, d'initiative, d'audace, de culot, parce qu'on est dans un monde complexe où les risques sont complexes. Et donc, il faut de l'imagination. Et ça, c'est extrêmement important. La troisième valeur, c'est bien sûr le collectif. Quand je vous disais que Pierre Donnersberg disait que notre principal actif prenait l'ascenseur tous les matins, voilà, c'est notre capacité justement à travailler ensemble. Et c'est ça qui est génial, par exemple, pour moi, dans le métier de la stratégie RSE, c'est que j'embarque tous les métiers. Voilà, moi j'étais beaucoup plus avec la protection sociale. Voilà, tout ce qui est assurance des actifs des entreprises, etc., ça permet véritablement de faire le lien. Et puis la confiance. La confiance, c'est ce qui est primordial, le plus important, bien sûr, évidemment, quand on parce qu'on nous confie ce qu'ils ont le plus précieux. Et donc, ça, c'est un enjeu. Voilà, donc c'est ce que nous incarnons, ce que nous tentons d'incarner au quotidien. Nous avons déployé des universités Dieu CSI,
dans plein de domaines. Nous sommes très attentifs aussi au management, que les managers incarnent réellement ces valeurs. Nous faisons souvent des baromètres sociaux, voilà. Donc, c'est un métier vraiment de la relation personnelle. Ça demande du culot, ça demande de l'audace et ça demande surtout une très forte expertise. La question de la Fondation Mosaïque, à présent, que vous connaissez très bien. Hein, je les connais. J'ai eu l'occasion à la fois de travailler avec eux quand j'étais ministre, et j'ai la chance d'avoir aussi un partenariat. L'entreprise a un partenariat également avec eux. Oui, la Fondation Mosaïque qui œuvre pour l'inclusion dans les entreprises, qui lutte contre les discriminations, et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque, Myriam El Khomri, on en parlait déjà tout à l'heure de ces personnes qui sont issues des territoires moins favorisés. Mais selon vous, quelles actions spécifiques il faudrait déployer pour soutenir justement l'emploi de ces jeunes issus des milieux défavorisés ou des zones éloignées des bassins d'emploi? Je pense qu'il y a l'information. Déjà, elle est extrêmement importante. Moi, j'avais été très marquée quand j'étais ministre sur le fait que, par exemple, l'alternance, le développement de l'apprentissage, va finalement se déployer très peu dans les quartiers populaires. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort qui est celui de l'information. Il y a un deuxième enjeu, c'est être le réseau qu'ils n'ont pas. Être le réseau qu'ils n'ont pas. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la Fondation Mosaïque. Au sein de Diosiassi aujourd'hui, nous travaillons avec nos quartiers ont du talent. Donc il y a du mentoring, des collaborateurs Diosiassi qui vont aider ces jeunes à ouvrir le réseau, à les aider, et ça c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est bien sûr l'insertion, l'emploi de ces jeunes. Et ça c'est un élément important, l'investissement en formation également de ces jeunes, mais aussi lutter un peu contre le phénomène d'autocensure. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Hein, exactement, il y a cette réalité, c'est qu'il parfois que ces métiers, c'est pas accessible parce que dans son entourage, on a peu de personnes qui font ces métiers-là. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de Exactement. Et c'est pour ça que le mentoring, l'ouverture des réseaux, c'est essentiel. Et puis, je pense qu'on a... je crois que moi, dans mon quotidien, on a des équipes qui sont extrêmement diverses et c'est une chance. Vraiment, c'est une chance. Mais il me semble que ce qui est aussi extrêmement important, c'est quand on a de l'alternance, derrière réussir à les embarquer et à les garder. Voilà, je pense que beaucoup de jeunes ont fait aussi parfois beaucoup de stages, etc. et sont derrière après en difficulté. Donc il faut qu'on aille au bout de la promesse. Et on voit aujourd'hui, on a quand même beaucoup de secteurs qui sont en difficulté de recrutement. Donc je crois qu'il faut vraiment laisser la chance parce que on a aussi comme partout, plein de pépites. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Myriam El Khomri. Et merci à la Fondation Mosaïque parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Et qui sont nos partenaires depuis longtemps. Myriam El Khomri, cette fois c'est vous qui allez poser peut-être des questions à vos anciens confrères ou collaborateurs, ceux de la politique, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle et c'est juste après le jingle. Il nous reste 2 minutes. Vous allez pouvoir interpeller les politiques. Ok. Vous aviez tourné la page, vous y revenez, vous avez l'occasion de vous adresser à eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Un message, un questionnement, en tout cas, vous avez 2 minutes pour le faire et ce sera face caméra, juste là-bas. En 2019, Agnès Buzyn m'a demandé de faire un rapport sur l'attractivité des métiers du grand âge. Il a été accueilli par l'ensemble des fédérations, des organisations professionnelles, du secteur, des organisations syndicales, tous les acteurs. En 2022 ou 2023, j'ai mené le même combat à travers le Conseil national de la refondation. On a porté des propositions qui, pour moi, faisaient consensus sur notamment le métier des aides à domicile, qui aujourd'hui ont un taux de précarité de 19%, qui ont la sinistralité la plus forte, dont le salaire moyen aujourd'hui est environ entre 700 et 800 euros, et dont on a véritablement besoin. C'est 10% de l'emploi en zone hyper rurale. Donc ma question est simple. Quand c'est que nous revoyons complètement la tarification des aides à domicile? C'est des métiers qui vont vraiment recruter, qui sont non délocalisables, non automatisables, dont les personnes âgées ont besoin. Et il faut que nous avancions parce que leur métier est extrêmement complexe et moins il y a de personnes qui veulent y aller, plus c'est dur pour celles qui sont aujourd'hui en place. Donc s'il vous plaît, faites bouger
le secteur de l'aide à domicile et soutenez l'ensemble de ces femmes qui prennent soin de nos aînés. Merci beaucoup Myriam El Khomri, très important l'ensemble de ces femmes et je l'espère peut-être de ces hommes qui Oui, s'orienteront. 98% de femmes, donc qui je me suis s'orienteront permise de... vers ces métiers, un métier d'avenir et où Tout à il y a fait. évidemment trop Et qui a peu de... énormément de sens. où il y a trop peu de candidats, beaucoup de personnes issues de l'immigration qui sont Tout là, à fait. heureusement, pour accompagner ces personnes et les maintenir en autonomie. Merci beaucoup. Merci à vous. Message reçu. Merci d'avoir participé à On Merci à se dit vous. tout. Merci beaucoup pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.